Alors, on va parler de l'hypertension artérielle. Donc, vous allez voir que c'est là que vous allez avoir, sauf si vous avez lu le New England il y a 3 jours, des nouveautés. Mais en fait, comme vous êtes bon, vous avez dû lire le New England il y a 3 jours. La prévalence de l'hypertension artérielle, donc l'hypertension artérielle, c'est la pathologie qu'on rencontre le plus fréquemment en gériatrie. Vous avez vu les données, quand on prend les données de la CNAM, 80 ans, 70% dans nos services, tous les jours, vous avez des patients hypertendus à prendre en charge. Donc vous devez vraiment bien connaître cette pathologie, c'est la plus fréquente. On sait que l'hypertension artérielle, c'est un facteur de risque de mortalité cardiovasculaire, et ce, quel que soit l'âge. Vous voyez que ça, c'était une des études les plus importantes, publiées dans le Lancet. Vous avez 40 ans, 50 et les 80 ans, la mortalité ici cardiovasculaire. Regardez bien cette diapo, parce que vous voyez que plus la pression est haute, plus on meurt, plus la pression est basse, moins on meurt. On a mis un cut-off à 140, on aurait pu le mettre à 120. Pour l'instant, le cut-off, vous voyez, pourquoi ce cut-off a été mis, c'est qu'on se dit que si on le met ici, il faut vraiment traiter tout le monde, et là ça va coûter cher ça. Mais pour l'instant, donc le cut-off, la définition, 140-90, et on va voir qu'est-ce qu'on a comme données chez les gens de plus de 80 ans, mais vous voyez que même chez les plus de 80 ans, plus c'est élevé, plus je meurs, et plus c'est bas. Ici, à 120, je meurs moins que ici, à 180. Alors, qu'est-ce qu'on a comme données chez les patients de plus de 80 ans pour montrer le bénéfice du traitement antihypertenseur? On le doit à Madame Forette, qui est restée toute la journée. L'étude IVET, publiée dans le New England en 2009, 4000 hypertendus, plus de 80 ans, placebo traitement, et vous voyez un bénéfice très net. Quand je donne un traitement antihypertenseur, 21% de réduction de la mortalité totale. Résultat très impressionnant, 60% de réduction de l'insuffisance cardiaque, 30% de réduction de l'AVC. Donc, après 80 ans, bénéfice très clair du traitement antihypertenseur. Dans l'étude IVET, l'objectif tensionnel avait été 150. Alors, vous aviez choisi ça à l'époque parce que on avait peur, on a toujours peur si on baisse trop, de l'effet secondaire qui est l'hypotension, les chutes. Et donc, vous étiez peut-être un peu restreint à... ça n'a pas été 140, ça a été 150. Et du coup, dans toutes les recommandations actuelles, on dit c'est inférieur à 150 chez la personne âgée, puisque l'étude randomisée qui montre un bénéfice, c'est celle-ci. Et c'est quand on a baissé en dessous de 150 qu'on a 21% de morts en moins, 60% d'insuffisance cardiaque en moins et 30% d'AVC en moins. Donc, on est pour l'instant sur cette recommandation qui est celle qu'on doit faire, inférieure à 150. D'autres études ont été regroupées dans une méta-analyse, et vous voyez qu'on retrouve toujours chez des plus de 80 ans, toujours avec cet objectif inférieur à 150, moins d'AVC, 35%, moins d'événements cardiovasculaires, 27%, moins d'insuffisance cardiaque, 50%. Donc ça, c'est très clair. Chez les gens de plus de 80 ans, pression inférieure à 150. Un autre bénéfice majeur, et là aussi on le doit au professeur Françoise Forette, c'est le bénéfice du traitement antihypertenseur sur la cognition, sur la survenue de démence. Et dans l'étude Sester, cet article, vous voyez le placebo ici, le traitement antihypertenseur, 55% de démence en moins avec le traitement antihypertenseur. Donc vous voyez le traitement antihypertenseur, moins d'AVC, moins d'insuffisance cardiaque, moins de morts, moins de démence chez les patients âgés. Donc un vrai bénéfice à donner un traitement antihypertenseur. Avant d'arriver au scoop, il y en a encore une dernière étude qui est très intéressante, c'est l'étude IVET que je viens de vous montrer, tous les bénéfices chez les gens de plus de 80 ans. Le bénéfice était tellement important que l'étude avait été arrêtée prématurément. On ne laisse pas des gens dans des études quand il y a un bras où il y a plus de morts que de l'autre. Donc ça avait été arrêté de façon prématurée. Mais le suivi des gens a été
continuer. C'est l'étude post-randomisation. Vous voyez la phase d'extension. Ce qui est intéressant, c'est que les gens, vous voyez, ils sont âgés, là, ils ont 85 ans dans cette étude. Qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui étaient sous placebo, on les a mis sous traitement. Et puis ceux qui étaient sous traitement, ils sont restés sous traitement. Et ils ont été encore suivis 1 an de plus. Alors vous voyez, ceux qui étaient sous placebo, eux, leur pression elle était élevée, donc ils étaient et on les a traités. Donc la pression redevient normale. Ceux qui étaient sous traitement, qui a eu du pot, ils avaient tiré le groupe traitement, ils sont restés sous traitement, ils ont une pression en dessous de 150, vous voyez, à 145. À la fin, les deux ont le même niveau tensionnel. Ce qu'ils ont regardé, c'est sur les événements cardiovasculaires. Est-ce que le fait d'avoir ramené la pression là remet le risque identique? Ou est-ce que le fait de pendant 2 ans, ceux-là, ils n'ont pas été traités, puisqu'il y avait du placebo, est-ce que ces 2 ans-là, ils ont abîmé leur vaisseau et est-ce que ça va avoir des conséquences? Le résultat est très spectaculaire, c'est que ceux qui ont été traités tout le temps, 50% de morts en moins, 81% de mortalité cardiovasculaire en moins. Ça veut dire que ceux qui pendant 2 ans n'ont pas eu de traitement, il y a eu, ça a été malheureusement une vraie perte de chance, on ne savait pas à l'époque, maintenant on le sait, d'arrêter les traitements, de ne pas donner les traitements, l'hypertension continue à abîmer des vaisseaux, vieillissement des vaisseaux, et 2 ans sans traitement, c'est quand même énorme, 50% de morts en plus, et 81%, vous voyez, vous avez des chiffres ici de façon significative. Des gens de 84 ans, vous avez vu. Donc vraiment, on sait le bénéfice maintenant du traitement antihypertenseur, il est vraiment majeur, même après 80 ans. Alors, ce qu'on avait écrit, alors d'ailleurs c'est moi qui l'ai écrit, puisqu'il y a mon nom là, dans les recommandations de la prise en charge d'hypertension artérielle, basée sur l'étude IVET, pression artérielle systolique inférieure à 150, sans hypotension orthostatique, puisque l'hypotension orthostatique, là, après, expose au risque, et on ne doit pas dépasser plus de 3 antihypertenseurs, ce qui est la règle dans l'étude IVET. Les gens avaient 2 antihypertenseurs. Il n'y a même pas eu de groupe avec 3 antihypertenseurs. Donc, en tout cas, sûrement pas 4 ou 5 chez des personnes de plus de 80 ans. Là, on risque d'arriver sur la iatrogénie et on ne sait pas s'il y a un bénéfice. Donc, c'était pour les cardiologues qu'il fallait qu'ils fassent des fonctions cognitives. Donc, inférieur à 150, sans hypotension orthostatique, c'est les recommandations, c'est la règle actuelle. Et puis est tombée donc là, le 9 novembre, l'étude SPRINT. Alors moi j'avais de la chance, j'étais même aux États-Unis pour voir les résultats de cette étude, qui est, alors si vous avez lu dans les journaux, ils disent que c'est la plus grande étude de l'hypertension artérielle depuis l'étude Sister, c'était Mme Fouad qui l'avait faite. Donc l'étude SPRINT, c'est 9000 patients qui ont une pression artérielle, vous voyez, entre 130 et 180, donc 9000 hypertendus. Ils les randomisent en 2 groupes. Un groupe objectif standard, parce qu'il y a tous les âges, vous allez voir, pression inférieure à 140, c'est ce qu'on apprend à tout le monde, vous mettez votre pression artérielle à vous inférieure à 140. Deuxième groupe, pression artérielle systolique inférieure à 120, très bas. Et ils ont randomisé les 9000 patients dans les 2 groupes. Comment ils ont choisi les patients? Ce n'est pas tous les patients. Donc ça, c'est important pour la suite. C'est des gens qui ont plus de 50 ans, donc qui sont entre 130 et 180, qu'ils aient un traitement ou pas, et qui sont jugés être à haut risque. La définition du haut risque, 4 définitions, soit plus de 75 ans, c'est ça qui nous intéresse, juste hypertendu plus de 75 ans, risque. Sinon, avoir fait un infarctus, pathologie vasculaire, avoir un score de Framingham de risque élevé, supérieur à 15%, c'est quand vous faites sur les tables à 10 ans, ou avoir une insuffisance rénale, clairance entre 20 et 60. Et là, c'est du MDRD qui a été utilisé. Donc vous voyez que pour nous, en gériatrie, plus de 75 ans et une pression élevée, il y a des patients qui ont été inclus dans l'étude. Alors, ils ont exclu un certain nombre de patients, ce qui est important ensuite quand on va essayer de comprendre les résultats, pas les diabétiques, parce qu'il y avait une étude où chez les diabétiques, quand on avait voulu baisser trop la pression, il n'y avait pas eu de résultats positifs. Les AVC, où là aussi il y avait une étude chez les patients qui avaient déjà fait un AVC, de leur rebaisser trop la pression, il n'y avait pas eu de bénéfice montré. Les insuffisants cardiaques, les insuffisances rénales très sévères, inférieures à 20. Donc ils ont inclus des patients, il y a 4500 dans chaque groupe. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est notamment les plus de 75 ans. Vous voyez, il y a plus de 2600 patients de plus de 75 ans. On a les autres caractéristiques des patients. Donc il y a un groupe
il fallait qu'ils soient en dessous de 140. Donc vous voyez, ils ont été bien, hein, ils étaient à 134 en moyenne. Deuxième groupe, il fallait qu'ils soient en dessous de 120. Alors vous voyez que c'est difficile, hein, puisque en moyenne c'était 121. Moyenne 121, c'est-à-dire que la moitié est bien en dessous de 120, mais l'autre moitié était quand même au-dessus de 120. Mais en tout cas, il y a une franche différence de pression. Il y a 13 mm entre les deux groupes. Grosso modo, vous voyez qu'il y a le premier là-haut, ils prennent 1,9 médicaments, donc 2 médicaments par jour. Et les autres, ils prennent dans le groupe intensif 3 antihypertenseurs. 3, hein, c'est déjà pas mal. Ceux-là, ils sont quand même un peu bas, quoi, hein, 121 en moyenne. Et le résultat, c'est que l'étude, elle a été arrêtée de façon prématurée. C'était prévu pour 5 ans et ça a été arrêté au bout de 3 ans. Il y a un groupe où il y a plus de morts que l'autre. Lequel groupe? Quel groupe où il y a le moins de morts alors? 120. Dingue, hein? Effectivement, le groupe inférieur à 120, donc c'est bas, hein, il y a des gens âgés, groupe inférieur à 120, l'étude est arrêtée prématurément, vous avez 25%, ça c'est le critère principal d'évaluation, infarctus, maladie coronaire, AVC, insuffisance cardiaque et mortalité cardiovasculaire, ils ont tout mis, c'est souvent comme ça dans les critères d'évaluation, 25%. Les courbes se décalent quand même assez vite, hein, au bout d'un an, il vaut mieux être à 120 qu'en dessous de 140, 25%. Deuxième critère, et celui-là il est majeur, hein, vous regardez la mortalité toute cause, 27% de réduction de la mortalité toute cause dans le groupe 120 par rapport au groupe 140. Donc ça c'est quand même c'est la première fois qu'on voit ça. Hein. Vous êtes en dessous de 120, vous avez 27% de chances de mourir en moins que si vous êtes en dessous de 140. Donc ça perturbe tout le monde, hein, parce que c'est quand même des résultats très spectaculaires. Celui-là est encore plus spectaculaire quand on regarde les critères secondaires, c'est la mortalité cardiovasculaire. 57, ça fait 43% de morts cardiovasculaires en moins si vous êtes en dessous de 120 par rapport en dessous de 140. L'insuffisance cardiaque, 33% de moins du côté intensif. Donc vous voyez des résultats quand même très forts, hein, 9000 patients quand on est en dessous de 120. Donc c'est quand même, pour l'instant on n'avait jamais vu ça, hein. Pour l'instant on se disait, toutes les études où on voulait baisser trop, il y avait plutôt moins de bénéfices, en tout cas chez les diabétiques, chez les patients avec AVC, qui ont été exclus de cette étude. Alors, nous on s'occupe des patients âgés, on regarde le sous-groupe des plus âgés. C'est celui qui tire le plus de bénéfices. Vous voyez, quand on regarde là, la diminution du risque est encore plus forte que ici. Alors, c'est pas significatif sur le plan statistique, hein, mais 67 par rapport, là c'est 20%, là c'est 33%. Donc en tout cas, il n'y a pas de sur-risque, il y a même un sur-bénéfice chez les plus de 75 ans. Alors toute la difficulté, et c'est pour ça qu'il faut qu'on attende les nouvelles publications, c'est qu'est-ce que c'est que ces patients de 75 ans? Est-ce que c'est 75 jusqu'à 78, et ils sont tous à cet âge-là, ils sont tous en super forme, ou est-ce que ça va de 75 à 85, et que même ceux de 85 tirent aussi le bénéfice, ce qui va peut-être nous faire changer notre prise en charge, mais pour l'instant c'est trop tôt. Hein, pour l'instant on reste à les recommandations, c'est inférieur à 150. Par contre pour vous c'est peut-être pas mal d'être, ceux en tout cas qui sont au-dessus de 30 ans, donc c'est mon cas par exemple, d'être en dessous de 120. Alors il y a plein de bénéfices, est-ce qu'il y a des effets secondaires? Alors on s'attend à des effets secondaires, hein, quand on est à 120. Premier effet secondaire, l'hypotension. C'est logique, c'est significatif. Dans le groupe traitement intensif, vous avez 2,4 versus 1,4%. Donc, il y a plus d'hypotension du côté traitement intense. Par contre, ça c'est un peu bizarre à comprendre, vous regardez l'hypotension orthostatique. Donc là, ils ont vraiment regardé l'hypotension orthostatique. Et là, de façon significative, vous en avez moins, puisque c'est 16, et là c'est 18. Donc il y a moins d'hypotension dans le groupe inférieur à 120. Hein, globalement, il y a plus d'hypotension, mais si on regarde vraiment l'hypotension orthostatique, il y en a moins. Alors, ça peut s'expliquer, parce qu'il y a plusieurs articles qui montrent que mieux la pression artérielle est traitée, mieux on soigne la maladie artérielle, moins finalement on a d'hypotension orthostatique sur les problèmes de baroréflexe et tout ça. Donc ça peut avoir une explication. Donc en tout cas, sur ce qu'on craint, l'hypotension orthostatique, il y en a moins dans le groupe intense. Ce qu'il y a plus, c'est des hyponatrémies, des hypernatrémies, ça c'est les diurétiques. Aux États-Unis, ils utilisent beaucoup de diurétiques, ou des hypokaliémies. Tout ça est significatif.
mais n'a aucun impact sur la mortalité, puisque vous avez vu, au global, la mortalité, elle est moindre. Le seul petit truc gênant, c'est l'insuffisance rénale. Vous voyez que là, vous avez un peu plus, 4 versus 2, et c'est significatif là aussi. Mais pareil, ce ne sont pas des insuffisances rénales, c'est des épisodes aigus, hein, les diurétiques lors des déshydratations, mais ce n'est pas associé à de la mortalité. Alors ça, c'est la table du New England, où ils ont regardé les patients de plus de 75 ans spécifiquement sur les effets secondaires. Et là, ce qui ressort, c'est les chutes. Mais vous voyez, il y a moins de chutes. 12, 14. C'est-à-dire qu'il y a moins de chutes du côté pression inférieure à 120. Donc c'est quand même des résultats qui sont... Il faut bien qu'on les comprenne, hein, parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Mais c'est vrai que vous avez vu qu'il y avait moins d'hypotension orthostatique. Hein, donc finalement, de bien soigner la maladie artérielle fait qu'on évite toutes ces variabilités. Je passe en haut, je passe en bas, et on contrôle peut-être mieux les gens. Et donc en tout cas, il y a moins de chutes. Par contre, il y a plus d'anomalies électrolytiques, hyponatrémie, ça je vous ai dit, ça chez les plus de 75 ans. Alors, donc ça c'était le scoop. Effectivement, il va falloir bien comprendre, voir si on revoit les recommandations, voir l'analyse en sous-groupe des plus de 75 ans. Mais sachez que maintenant, en tout cas, il va y avoir pas mal de gens qui vont se dire que, au vu de cette étude, plus ça va être bas, mieux ça va être à partir du moment où on supporte sur le plan hypotension orthostatique, hyponatrémie, hypokaliémie, insuffisance rénale. Après, peut-être que plus on est bas, mieux c'est après. Pour finir sur la prise en charge globale, vous savez que pour l'hypertension artérielle, on a 5 grandes classes de médicaments, que dans les 5, il y en a une qui marche moins bien, qui sont les bêta-bloquants. Autant tout à l'heure, pour la fibrillation, je vous ai dit bêta-bloquant indispensable. Tout à l'heure, pour l'insuffisance cardiaque, je vous ai dit bêta-bloquant indispensable. Pour l'hypertension, si j'ai que de l'hypertension, il faut choisir plutôt les autres. Par contre, si j'ai hypertension et fibrillation, bêta-bloquant. Si j'ai hypertension et insuffisance cardiaque, bêta-bloquant. Si j'ai que de l'hypertension, il vaut mieux diurétique thiazidique, pas le lazidique, ça ne marche pas, antagoniste calcique, IEC ou ARA2. Alors, l'hypertension, c'est un vieillissement des vaisseaux, hein, donc plus on est âgé, plus c'est difficile à contrôler parce qu'un médicament ne va pas suffire et il va falloir en général 2 ou 3 médicaments. Pour l'instant, on est plutôt à dire qu'il faut 2, peut-être qu'après on dira qu'il faut 3, pas plus que 3, en tout cas il faut entre 2 et 3. Vous voyez qu'actuellement, ça c'est un travail qu'on avait publié il y a quelques années, il n'y a que 30% des gens âgés qui étaient bien contrôlés, donc il y a une marge, hein, au vu de tout le risque lié à l'hypertension. Alors est-ce qu'il y a une façon de s'orienter sur le choix du traitement antihypertenseur? Ça c'est un article qui date un petit peu, Joël Bellman est parti, mais c'est lui qui l'avait publié sur l'activité du système rénine-angiotensine en fonction de l'âge. Et en fait, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une diminution de l'activité du système rénine-angiotensine avec l'âge. Et donc, c'est vrai que si on veut bloquer un système, s'il n'est pas très actif, quand on est âgé, le blocage du système rénine-angiotensine est peut-être un peu moins efficient que quand on est jeune où il est hyperactif. Et donc, effectivement, on a envie de dire, et c'est ce qu'ont mis les recommandations, par exemple, les Anglais, que chez les plus jeunes, un bloqueur du système rénine-angiotensine, sûrement, puisqu'il est très actif. Chez les plus âgés, c'est peut-être pas le bloqueur du système rénine-angiotensine qui va être le plus efficient, mais les diurétiques et les antagonistes calciques. Donc, c'est les patients jeunes, bloqueurs du système, les patients âgés, calciques ou diurétiques, c'est la règle. Les Anglais qui ont publié ça, ils appellent le ABCD. A, c'est les inhibiteurs du antagonistes rénine-angiotensine, B, bêta-bloquant, C, antagoniste calcique, D, diurétique. Et c'est vrai que quand on regarde la baisse de la pression artérielle systolique en fonction des médicaments, ça c'est des patients, c'est ce qu'on appelle des études en crossover, les patients essayent tous les antihypertenseurs, donc moi j'essaye un mois un diurétique, ensuite un mois un bêta-bloquant, ensuite un mois, donc je fais toutes les classes, et vous voyez que chez les patients âgés, la baisse la plus importante de pression systolique, ici autour de 15, antagoniste calcique et diurétique. Et ça marche mieux, vous voyez, c'est significatif, plus forte baisse que les IEC ou les bêta-bloquants. Donc vous voyez, il y a deux choses. Si on a des maladies cardiaques, tout à l'heure je vous ai montré, il faut un IEC, il faut un bêta-bloquant, j'ai l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance coronaire. Si par contre j'ai uniquement un problème de pression artérielle, je suis en prévention primaire,
je veux faire baisser la pression systolique, à ce moment-là, le calcique et le diurétique sont plus efficaces sur la baisse de pression systolique. Ça, c'est un article qu'on a publié cette année, où on a regardé justement des combinaisons, puisque calcique et diurétique sont ceux qui marchent le mieux sur la baisse de systole. On a regardé dans une étude qui s'appelle l'étude Nestor, des gens qui ont l'association un diurétique et un antagoniste calcique, comparé à un IEC et un antagoniste calcique. Et vous voyez qu'il y a 4 mm de mercure de plus grande baisse tensionnelle avec l'association diurétique-antagoniste calcique. Donc pour baisser la systole, diurétique et calcique, c'est vraiment une association qui est performante. Mais par contre, si j'ai une pathologie cardiovasculaire, je suis en prévention secondaire, là je vais avoir besoin forcément d'un IEC, d'un bêta-bloquant pour les problèmes cardiologiques. D'ailleurs, c'est ce qui est marqué dans les recommandations de la Société de cardiologie. Chez les gens âgés qui ont l'hypertension systolique, c'est diurétique et antagoniste calcique. Par contre, si j'ai d'autres maladies, je vous ai dit en prévention secondaire, ça sera les IEC ou les ARA2. Donc, les recommandations, on commence par une monothérapie. On attend au bout d'un mois, si le patient n'est pas à l'équilibre, on passe à la bithérapie. On peut changer de bithérapie. Si 2 médicaments n'ont pas marché, on peut en essayer 2 autres. Et puis ensuite, on peut passer au bout d'un mois à une trithérapie. Pour l'instant, c'est ça les recommandations. L'objectif étant toujours 140 si je suis jeune, 150 si je suis plus âgé. Mais peut-être que ça changera. Pour terminer, là vous avez un papier récent de ce qui se passe en Angleterre, où ils étaient très mauvais en Angleterre. En 1994, le nombre de patients bien contrôlés était de 33%. Et puis ils sont passés en 2011 à 63%. Donc ils ont doublé leur nombre de patients bien contrôlés. Alors comment ils ont fait? Vous savez ça? Donc vous voyez qu'ils ont diminué le nombre de monothérapies. Donc ils ont fait plus de bithérapie. Donc ils ont augmenté plus de bithérapie. C'est parce qu'il y a ce qu'on appelle le paiement à la performance, ce qui existe aussi maintenant en France. Vous avez un certain nombre d'objectifs à obtenir, c'est plus pour les médecins généralistes, et s'ils sont dans leur objectif, un des objectifs étant pression artérielle bien contrôlée, eh bien, on vous donne un petit peu de bonus. Et donc, du coup, ils sont passés de 30% à 60%. Alors, on n'a pas encore les résultats en France de l'effet qui n'est pas que centré sur la pression artérielle. Il y a plusieurs objectifs à obtenir, et on ne sait pas, parce que je ne suis pas sûr qu'on demande une vraie mesure de la pression artérielle, on demande juste oui, non. Donc on verra les effets. Mais ça, c'est le modèle anglais. Modèle américain. Le modèle américain, il est top. Ils étaient à 40% et ils passent à 70%. Alors, comment ils ont fait, eux? Alors, eux, c'est marqué d'ailleurs. Ils ont mis un bonhomme qui va assister le docteur, un médical assistant, donc qui est à côté. Lui, il n'a pas le malade, il a juste les chiffres de pression. Il dit là, les chiffres sont à temps, donc il faut faire ça, il faut augmenter. On est en mode, il faut passer en bithérapie, vous n'êtes pas à l'objectif, et donc il aide le médecin pour la décision, et du coup on suit un protocole, et on suit le protocole, et du coup ça marche. 70% de patients contrôlés. Donc la pression artérielle systolique, c'est vraiment un problème chez les patients âgés. Vous avez vu le risque que ça entraîne. Pour l'instant, les objectifs, c'est inférieur à 150. C'est une pression qui est difficile à contrôler. Il faudra utiliser au moins 2 antihypertenseurs. Parmi les antihypertenseurs efficaces sur la pression systolique, c'est les diurétiques, thiazidiques et les calciques. Maintenant, avec l'étude SPRINT que je vous ai présentée, tout est ouvert. Est-ce qu'on va baisser les seuils? Est-ce qu'on va, et je pense que c'est ça qu'on va faire, on va d'abord attendre les analyses des sous-groupes des plus âgés. Et puis pour être certain d'un truc, en général, il faut 2 études qui montrent la même chose. Est-ce qu'il y aura une deuxième étude? Ce n'est pas sûr, parce que comme elle a été arrêtée de façon prématurée, ça veut dire que le comité d'éthique avait jugé que c'était plus éthique de garder les gens dans le groupe inférieur à 140. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait mettre les gens à 120. Donc il y a toute une histoire qui va se raconter, qui va être très intéressante à suivre, et on verra ça l'année prochaine. Je vous remercie.